Bienvenue. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle session avec deux acteurs importants qui vont venir nous faire leur retour d'expérience. Nous avons d'un côté GoFluent avec Nicolas Hervelin qui est le directeur de cette entreprise et nous avons Nathalie Sagnard qui est la Learning Program Manager de Doctolib. Alors, tout le monde connaît Doctolib et nous savons que c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Eh bien, comment est-ce que cette entreprise place la formation au centre de sa stratégie? C'est sur ce point que vous allez apprendre plein de choses au travers d'un vrai cas concret pratique pour pouvoir voir comment ça peut aider pour le recrutement, pour la rétention des collaborateurs, pour pouvoir permettre la mobilité interne et aussi comment réussir pour une entreprise qui est européenne à faire fonctionner l'ensemble des collaborateurs avec une langue unique. Eh bien, pour ça, Nicolas va nous parler avec Nathalie de ce retour d'expérience extraordinaire. À vous, et alors pour vous qui suivez, vous avez pris l'habitude, vous avez le chat, vous pouvez à tout moment poser les questions, je me ferai votre porte-parole pour pouvoir avoir le maximum de réponses avant la fin de cette session. Nicolas et Nathalie, à vous. Merci beaucoup Yannick. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas et merci d'avoir invité Doctolib. Bah écoute, vraiment moi je suis ravi de prendre la parole avec toi et de pouvoir présenter le beau projet qu'on a mis en place. Tout ça s'intègre dans une dynamique de groupe, comme l'a dit Yannick, qui est puissante. Hein, on le verra par la suite, mais c'est vrai qu'effectivement la puissance de la marque Doctolib, elle est forte et elle s'appuie sur des enjeux de performance et de développement interne de ses collaborateurs. Donc vraiment, on va rentrer dans le détail de votre approche. N'hésitez pas effectivement à nous poser des questions. On veut que vous repartiez avec des cas concrets, voilà, de la mise en pratique que vous puissiez chercher à appliquer chez vous. Alors, je vais passer rapidement la première slide de présentation. Yannick, tu l'as fait. Peut-être juste dire, Nathalie, toi, tu es au sein de Doctolib depuis maintenant 3 ans. Tu fais partie de l'équipe People Development, elle-même faisant partie de la structure People Success. Et je trouve ça assez joliment porté pour parler de la structure RH. Et ça imprime déjà l'approche de Doctolib sur les notions de compétences et de développement des collaborateurs. C'est un vrai succès d'entreprise que de développer ses collaborateurs. Et donc, moi, Nicolas Hervelin, je fais partie du groupe GoFluent. En quelques mots, hein, c'est un groupe qui se porte sur la thématique des langues depuis maintenant plus de 20 ans, mais qui approche la thématique linguistique vraiment sous un angle de compétences comportementales. On va accompagner les entreprises et leurs collaborateurs à renforcer leur confiance en soi, par exemple lors d'une prise de parole, multiplier les interactions dans des environnements internationaux, renforcer la prise d'initiative. Donc vraiment un enjeu très très fort axé autour de la mise en situation opérationnelle et tout ça par un biais digital. On va commencer avec une slide qui a un titre assez porteur, une croissance et des valeurs fortes. Est-ce que tu peux nous parler de cette belle success story qu'est Doctolib, Nathalie? Ben oui, alors comme tu as dit, je vais commencer avec quelques dates et quelques chiffres pour vous et après je continuerai avec les missions de Doctolib. Alors en quelques dates, Doctolib est assez jeune. La création s'est faite en 2013 avec le lancement en Allemagne en 2016. En 2018, on a lancé la vidéoconsultation. Et assez vite après, alors 2020, on a créé le playbook. Le playbook, c'est comment on travaille au sein de Doctolib. Et en 2021, on a lancé l'Italie. Voilà, on s'agrandit très vite. En quelques chiffres, on est 1900 collaborateurs aujourd'hui. On a 160 000 praticiens, 88 spécialités médicales dans le calendrier. On a 54 millions de comptes patients en France et 6 millions en Allemagne. On a un taux de satisfaction de 96%. 200 millions de visites sur Doctolib en mai 2021. Vous savez pourquoi? Et on est maintenant un des top 10 sites les plus visités en France.
C'est des chiffres qui peuvent donner le tournis, enfin des chiffres en tout cas après lesquels pas mal d'entreprises courent. Non, c'est vrai, tu l'as dit, c'est une entreprise jeune, on peut déjà vraiment parler d'une success story en moins de 10 ans. Et le top 10 des sites les plus consultés, je suis à peu près sûr que ça peut s'appliquer à la puissance de votre marque. En France, vous faites partie d'une des 10 marques les plus connues de la part de l'ensemble des Français. Et bon, plutôt enfin, à titre, à juste titre ou à titre très, très actuel, je dirais. Mm. Parfait. On peut maintenant passer sur vos trois missions. Tiens, voilà, je Oui. passe à ça. Tu peux nous en dire plus? D'accord. Oui, alors on a trois grosses missions à Doctolib. Le premier est améliorer le quotidien du personnel de santé. Le deuxième, améliorer l'accès aux soins de la santé des patients. Et le troisième, c'est bâtir une équipe d'entrepreneurs partageant des valeurs humanistes. Alors, en fait, chez Doctolib, on pense qu'il est nécessaire d'avoir une équipe dévouée à des valeurs claires et partagées pour servir au personnel de santé et les patients. Et on pense qu'en fait, l'équipe est la chose la plus importante que nous ayons. Alors, rendre les Doctolibers heureux et leur permettre de s'épanouir sont des objectifs en soi et pas seulement un moyen d'atteindre nos missions 1 et 2. On Et pour y a pour arriver, ça, on va parler de pardon, playbook. Non, non, oui, vas-y, vas-y. j'allais dire le prochain, s'il te plaît. Alors, pour ça, on a construit un modèle de fonctionnement d'équipe qui s'appelle Scales. C'est le Doctolib Playbook et c'est basé vraiment sur un principe simple. On croit que tous les Doctolibers, pardon, sont des entrepreneurs et en fait, ces 6 piliers sont notre ADN. Alors, comment on travaille en équipe et individuellement. Et vous voyez bien que dans nos 6 piliers, on a aussi Learn, qui fait vraiment partie de notre ADN. Ouais, Ouais. absolument. Donc, moi, de manière, en tant que partenaire RH, partenaire formation, je suis très intéressé par ce pilier. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas toujours le cas de le voir comme un pilier fondateur de la culture d'entreprise, de la réussite de l'entreprise. Donc, il faut le saluer. Bravo à vous pour ça. Moi, quand tu m'as présenté ce playbook, ce qui m'a aussi frappé, c'est que les notions de performance s'équilibre parfaitement avec les notions de développement de vos forces internes, développement des collaborateurs, hein. On parle de serve, de structure, de act, et ça Mm. s'équilibre avec du care, avec du enjoy, avec du learn. Donc, Ouais. vraiment, si avec cette roue, avec ce playbook, on comprend pas que un développement se fait de manière pérenne au travers de l'épanouissement, du développement des compétences de ses collaborateurs, on passe à côté effectivement de votre culture d'entreprise. Bravo pour ça. Merci. Oui, et alors Euh, les enjeux, on le verra, c'est les enjeux en plus sur lesquels il y a un impact RH, enfin les RH ont un impact fort. Vas-y, je t'en prie. Quels sont vos enjeux? alors, oui, pardon, excuse-moi. Pour la croissance, on a une croissance bien sûr forte et rapide, hein, comme on l'a dit, on a commencé il y a que 8 ans. Aujourd'hui, on recrute 100 à 150 personnes par mois. On a une dynamique d'internalisation, pardon. On est aujourd'hui dans 3 pays et on recrute du talent à l'international dans tous les pays. Et on a beaucoup de différentes cultures à Doctolib. On a aussi un environnement changeant, hein. Le principe même de notre activité, c'est révolutionner la façon d'accéder aux soins. Alors, par exemple, avec le Covid, on a dû s'adapter pour être au service du public rapidement. Ça, c'est Ouais, nos bien grands sûr. enjeux. Oui, c'est les enjeux et comme on le disait, c'est des enjeux sur lesquels les RH vont avoir un impact fort. Je veux dire, quand 150 recrutements, c'est quasiment 10% de votre structure qui vous rejoint chaque mois. Donc, on peut imaginer en termes de culture d'entreprise, de savoir-être, voilà, enfin, de manière générale, d'acculturation à l'entreprise, c'est assez puissant. Puis environnement changeant, oui, on l'a vu avec l'actualité. Si les Doctolivers sont pas agiles, je pense que effectivement le modèle peut difficilement et pourrait difficilement évoluer aussi rapidement. Absolument. Parfait. Comment est-ce que votre structure réagit en face de ces enjeux?
Bah, alors, plus précisément, c'est le People Development. Alors, notre People Success Team est composé de tout ce qui est RH. Et dans le service People Development, on se concentre sur la troisième mission, bien sûr. Alors, bâtir une équipe entrepreneur partageant des valeurs humanistes. Alors, le playbook, c'est notre mission au People Development de bien transmettre ce playbook dès le début. Et on présente la culture de Doctolib dès le recrutement. Et on accompagne la forte croissance. Pour accompagner ça, par exemple, on doit bien recruter de nouveaux talents et il faut savoir comment les garder, bien évidemment. La mobilité interne, on essaye de prendre, on recrute des talents de partout dans le monde et on essaie de les garder. Et pour pouvoir les garder, il faut leur donner la possibilité de travailler dans d'autres départements ou même dans d'autres pays. Et alors la formation, bien sûr, est un outil indispensable pour cette montée en compétences et pour pouvoir faire ce que tu veux, ce que vous voulez. Et la langue en fait bien sûr partie. Très bien. Tu as introduit la prochaine slide sur la formation, donc effectivement, on peut Oui. peut-être enchaîner avec. Alors oui. La formation, dans le People Development, moi j'ai commencé il y a presque 3 ans. On a créé cette équipe en fait autour de sujets de formation interne, alors la création de parcours de carrière, l'engagement des collaborateurs, la marque employeur et bien évidemment la langue. On était 5 et aujourd'hui on est déjà 25 collaborateurs dans l'équipe People Development avec presque 10 formateurs dans ces 25. On a énormément de moyens pour le learning à Doctolib. Comme on a dit, il y a 25 personnes et on a une forte implication du CEO qui parle de la Nadal philosophie. Alors, training, training, training et lead by example. Et il se fixe lui-même comme but d'apprendre au moins 3 choses par jour et il le fait vraiment. Et ça fait partie aussi de notre ADN à Doctolib d'essayer de toujours apprendre quelque chose, tous les jours apprendre quelque chose. Et il dit que c'est la clé de la réussite pour tout entrepreneur. J'ai une petite anecdote. En fait, Stanislas, le CEO, quand il a construit Doctolib, il avait 2 grandes idées. C'était soit la formation, soit la santé. Alors, il est rentré dans la santé, mais il a mis beaucoup de formation dans sa compagnie. Et on voit qu'il s'y tient, effectivement. Ouais, oui, oui. Et puis tout le temps, il nous parle de ça toutes les semaines. Il nous en parle d'apprendre 3 choses et de le faire vraiment. Juste un petit peu plus d'informations. On est une entreprise qui double de taille quasiment chaque année depuis ses débuts. Alors le learning, c'est stratégique et l'apprentissage est une priorité essentielle pour nous. Et vraiment, comme je vous ai dit, la mission de notre équipe, c'est de réduire le temps d'accès pour l'apprentissage pour aider aux doctorants à développer leur potentiel le plus vite possible. Pour eux, pour nous, enfin, c'est super important. Et on fait ça sur Ouais. 3 programmes de développement. Mhm. Ah, pardon, Nicolas, tu voulais dire quelque Non, chose? non, vas-y, je voulais justement que tu nous parles des 3 programmes. Non, c'est parfait. On a les 3 programmes. On a le premier programme qui s'appelle le Doctor Academy. Doctolib Academy, c'est notre onboarding qui existe dès le premier jour. Alors, nous avons créé très tôt une équipe chargée de la réussite des personnes et le top management le prend très au sérieux. Hein. On a des NPS, Learning Development, qui sont considérés comme un indicateur clé de performance chez Doctolib et on les suit de très près. On a le Doctolib Development. Alors ça, c'est vraiment la mission, c'est de transmettre le playbook. Alors on a un langage commun à Doctolib sur les compétences, Doctor Competency ça s'appelle, de sorte que la mobilité interne soit facile et que les gens sont engagés à long terme. Et l'anglais, bien sûr, en fait définitivement un atout aussi ici. On pense que c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de nous assurer que les Doctolibers se perfectionnent sur les compétences clés et les compétences du futur. Alors, on sait tous qu'on est dans un monde qui change très très vite et 50% des emplois que nos enfants occuperont n'existent même pas encore. Alors, pour savoir les compétences que les gens doivent développer, nous, on pense que les 2 compétences correspondent bien aux besoins des emplois futurs. Par exemple, être user first ou solution making, coaching, positive mindset et l'anglais, bien sûr. On est déjà dans un monde futuriste à Doctolib et on essaie de changer très très vite tout le temps. On a Ouais, aussi le tu dois. management. Pardon?
Excuse-moi. Non, tu dois donner très envie aux gens de rejoindre nos structures parce que je pense que c'est très porteur. Effectivement, cette vision et les actions que vous mettez en place en termes de rétention des talents, c'est fort, mais enfin, pour l'attractivité des talents, c'est aussi un point essentiel. Donc, ouais. Ouais, oui, bien sûr. Et puis, si vous connaissez des gens, hein, comme on l'a dit, hein, 150 personnes, on recrute 150 personnes tous les mois. Alors, si vous connaissez des gens, venez. On a aussi le Manager Development, qui est un des 3 programmes, qui est très important. En fait, un manager à Doctolib, c'est un coach. Et cela fait partie des objectifs des managers de transmettre et de coacher. Ils ont beaucoup de temps pour pouvoir faire ça. Et c'est le rôle de notre équipe, bien sûr, de faire en sorte qu'on a le bon contenu distillé au bon moment pour les bonnes personnes, pour qu'on accompagne ces managers. Et surtout, on a beaucoup de jeunes managers, des juniors. Et alors, leur apprendre comment faire les choses pour avoir une équipe qui marche en harmonie. Voilà pour cette slide. Absolument. Le rôle des managers comme relais de formation. Et donc, si on continue à descendre sur la fonction RH, puis formation, puis thématique langue, pourquoi est-ce qu'on forme aux langues chez Doctolib? Tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais ouais, si on rentre un peu dans le détail. Oui, alors oui, ça, je vais vous donner deux grosses missions de la Language Academy. En fait, c'est pour répondre. La première chose, c'est répondre aux besoins de mobilité interne. Comme je vous disais, c'est super important pour nous la mobilité interne et l'internalisation. Alors soutenir les talents qui ne parlent pas la langue du pays où ils travaillent. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont partis en Allemagne, notamment la tech, qui est partie en Allemagne quand on a commencé, quand on a lancé pardon en Allemagne. Et pour ces gens qui étaient français ou qui venaient de partout dans le monde, il fallait qu'on puisse euh, les soutenir dans cette langue. Alors voilà, on a ça. On a aussi, bien sûr, c'est pour l'inclusivité. Hein, si tout le monde doit pouvoir communiquer et faire partie de la conversation corporate. Et alors, avec tes équipes dans ton pays ou même au sein de ton équipe qui parle anglais, on a une langue commune à Doctolib. Alors Doctolib, comme c'est une entreprise aujourd'hui européenne, on travaille beaucoup en anglais dans les équipes globales et on accompagne tout le monde à faire partie de cette conversation que je vous ai dit. Et on investit énormément dans les Doctolib. Par exemple, pour la population prioritaire, ça veut dire ceux qui sont dans un team global, mais qui sont pas encore, qui osent pas prendre la parole dans un meeting ou faire des présentations en anglais parce qu'ils sont pas encore confiants, ils ont pas encore la confiance. Pour ces populations prioritaires qui doivent faire partie de cette conversation interne, le membre de COMEX, qui sont nos ambassadeurs, leur ont dédié 2 heures et demie par semaine dans leur time matrix. Et je veux dire, en fait, il y a vraiment une implication très très forte de tout le monde dans la compagnie, du COMEX au manager, au directeur, enfin directeur, au manager, et voilà. Voilà. Et alors en fait, on a dans notre time matrix du temps, et pour les langues, c'est 2 heures et demie. Enfin, pour l'anglais. On peut dire que pour toi, un spécialiste de la formation interne, spécialiste des langues en interne, c'est quand même très confortable. Avoir le COMEX derrière, qui vient certes donner une vision et des enjeux. On le voit, langue commune, effectivement, on peut pas passer par continuer, enfin, sur une dynamique aussi forte sans aborder la logique des langues. Mais derrière, il faut aller plus loin, se donner, j'ai envie de dire, les moyens de ses ambitions. Et c'est ce que vous faites. Et là, chapeau, parce qu'on voit vraiment que on a une vision d'entreprise qui est associée à des pratiques internes et le COMEX, si je puis dire, mouille la chemise et s'implique pour vraiment créer ces conditions de réussite. Ouais. Et c'est peut-être quelque chose à retenir de ton retour d'expérience, c'est que l'équipe formation, l'équipe RH aille chercher ce soutien interne pour être sur des chiffres très concrets. 2 heures et demie bloquées dans un agenda. On imagine que chez Doctolib, vous chômez pas. Donc 2 heures et demie, voilà, c'est chaque heure compte. Donc les 2h30, de pouvoir les associer à une pratique formation, c'est très fort. Oui, mais c'est très important, comme je vous ai dit. En fait, on peut pas juste dire qu'on a des formations si on donne pas le temps
pour ces formations et de le mettre dans un time matrix qui est déjà, comme tu as dit, on a beaucoup de choses dans notre time matrix. On fait des DMR, on fait des tous les trimestres. En fait, on sait exactement ce qu'on va faire pour le trimestre après. Et alors, on doit dédier une quantité d'heures pour les formations et les mettre dans le calendrier pour que ça saute pas. Et ça, on fait très attention que ça se fasse. Pas que moi, mais aussi les managers qui donnent ce temps et qui suivent les apprenants. Dynamique d'entreprise. Yeah. Parfait. Et alors, moi, lors des premiers échanges, enfin très vite, tu as mis ce projet sous l'angle digital. Tu nous as dit que c'était la première thématique que vous alliez inscrire dans une dynamique de digitalisation forte. Pourquoi? Et puis comment est-ce que tu as abordé ce sujet de la digitalisation? Oui. Alors, juste avant de te contacter et de contacter d'autres d'ailleurs, mais on en parlera plus tard. On avait des formateurs dans nos différents pays. Et puis il fallait organiser tout ça et puis il fallait que c'était complètement différent comment on travaille en Italie, en Allemagne et ça prenait énormément de temps. Et comme on avait comme on est en train de grandir énormément, on avait besoin de nous appuyer sur des partenaires externes qui étaient de top qualité. Et comme on a dit, on recrute 100 à 150 personnes par mois. Alors, on a vraiment besoin d'une solution qui est scalable, mais bien sûr pas à tout prix. La digitalisation, il fallait que ça soit de la qualité, de contenu, et bien sûr que la technologie marche avec nous. Enfin, tout devait être harmonieux entre Doctolib et la plateforme qu'on choisissait. Ouais, absolument. Mais je crois que tu l'as dit, hein. C'est-à-dire que c'était un passage obligé. Vous pouviez pas faire sans la digitalisation, mais pas à tout prix. Et nous, on s'est tout à fait retrouvés dans cette approche. Donc, on va rentrer peut-être dans chacun de ces points que tu mets en avant sur la technologie, sur le contenu, etc. Les services qui peuvent être associés. Peut-être qu'on peut commencer avec la techno. Tu veux dire quelque chose, oui? Bien sûr. Oui, je voulais juste, si tu reviens sur le dernier slide, voilà, la base de la réflexion, c'était super important et je voulais en parler parce que le contenu, pour moi, était le plus important, bien sûr, et il fallait vraiment penser aux besoins et qui allait utiliser cette plateforme. Nous, chez Doctolib, on est une compagnie jeune, dynamique, c'est une compagnie de tech. Alors, ils savent comment utiliser. Il fallait que ça soit quelque chose qui allait avoir un impact pour eux. Et alors, c'est vraiment ça que je cherchais au début. Et j'étais pas seule, bien sûr, pour tester ces plateformes. Il y avait beaucoup de bêta-testeurs qu'on a choisis dans tous les départements. Alors, beaucoup de temps pour bien choisir la bonne plateforme pour Doctolib. Et c'est eux qui m'ont donné leur compte rendu et c'est grâce à eux que qu'on a choisi GoFluent. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ouais, non, absolument. Et ça là-dessus, pour nous, on est totalement aligné avec cette approche. On forme des adultes en situation professionnelle, donc un adulte sait comment est-ce qu'il va être motivé. Enfin, il connaît il a déjà abordé enfin, au cours de sa vie, il a eu un certain nombre de formations, donc il sait que le temps qu'il va dédier à sa formation doit avoir un impact immédiat. Sinon, on va le perdre assez vite. Donc le contenu, là-dessus, tu as raison. On peut répondre à cette de contenu transposable aussi avec, enfin la technologie va aussi avoir un impact, le service associé on le verra par la suite, mais le contenu en soi est essentiel pour attirer une première fois un individu, enfin un collaborateur ou un apprenant sur une plateforme. Il y a un enjeu, mais c'est pas le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de le trouver dans la durée. Et ça, on va trouver des collaborateurs de manière, enfin, engagés de manière pérenne dans une formation si le contenu est transposable, si elle a un impact immédiat sur son quotidien professionnel. Et pour rebondir sur le deuxième point, c'est quand tu parles des bêta-testeurs, ça, c'est quelque chose que l'on pousse très fortement. Il faut tester en situation réelle. L'équipe RH doit être intégrée à ce dispositif, mais il faut absolument aller chercher des conditions réelles, donc des utilisateurs finaux, pour avoir leur retour. Parce qu'ils ont une manière de consommer la formation tout à fait différente
que peut l'avoir un professionnel RH, un professionnel de la formation. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose à appliquer quand on cherche un nouveau dispositif. Il faut intégrer, j'ai presque envie de dire, le plus de monde possible à ce test, et en tout cas des utilisateurs finaux. Complètement d'accord. Good. On ouvre la partie technologique. Oui, oui, ok. Alors, on peut parler de la technologie. Alors, quand on a choisi, il fallait que ça soit une plateforme qui soit intégrée à notre LMS Workday. Ça, c'était très, très important pour nous parce qu'on veut travailler, on veut essayer de minimaliser les outils qu'on utilise. Et Workday, on a choisi Workday comme LMS. Alors, il fallait que tout soit intégré dans LMS, dans notre LMS, pardon, Workday. Il fallait que ce soit une licence ouverte à tous. On recrute, on a besoin d'une plateforme qui puisse grandir avec nous. Alors aujourd'hui, on a plus de 600 personnes qui se sont connectées sur 1900 collaborateurs. Et Nicolas m'a dit récemment qu'en fait, la majorité des gens se sont connectés sur leur application mobile. Alors j'étais très surpris, mais pas surpris non plus parce que on est une compagnie tech, mais quand même surpris que ça se passe tout sur l'application mobile. Alors très bien d'avoir choisi une application mobile. 90%, ouais. 90% des usages sont faits via mobile. Donc effectivement, nous-mêmes on était impressionnés parce que c'est un taux qui est fort de manière générale sur le marché, effectivement. Donc mais tu as raison, il faut du coup suivre. Quand on anticipe un dispositif comme celui-ci, quand on le réfléchit, il faut vraiment penser aux arbitrages qu'on fait et quelles techno on va les choisir. Parce que là, typiquement, sans cet accès mobile, je dis pas qu'on aurait eu moins d'engagement, mais il aurait été en tout cas peut-être moins rapide. Oui, Moins rapide vraiment surpris, c'est pas quelque chose. Oui, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Il y a un Pas petit du tout à ça. Alors j'étais très surpris quand tu l'as dit. Bon après, en pensant à qui l'utilise, moins surpris, mais au début, oui, j'étais vraiment surpris à ça. Et puis mais c'est très bien. Et du coup, Nathalie, que sur le prochain dispositif que tu vas mettre en place, tu auras ça à l'esprit de te dire, on sort de la thématique des langues, mais est-ce que la plateforme va permettre cet usage mobile? Voilà. Donc, voilà, tu c'est l'as ça une dit, question, oui, exactement. il faut identifier la population qu'on cherche et comprendre en face de cette population quel dispositif on va mettre. C'est vrai pour le contenu, mais c'est vrai pour la techno. Exactement. Il fallait aussi, je continue. Oui, oui, mais absolument, vas-y. Il fallait aussi qu'il y ait un accès admin. Alors moi, en tant que formatrice à Doctolib, je voulais aussi être formatrice sur GoFluent, pas parce que j'ai un problème de contrôle, hein, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'avais vraiment besoin d'avoir accès pour pouvoir personnaliser les contenus pour certains des apprenants, particulièrement en langue anglaise, parce que comme je vous ai dit, il y a un groupe de personnes qu'il faut former très vite, qui ont accès à 2 heures et demie d'apprentissage en langue anglaise. Et alors, il fallait bien organiser quelque chose avec un contenu solide. Et puis après, bien sûr, d'autres choses à côté, des workshops qu'on fait régulièrement toutes les semaines. Alors ça, c'était super important que je puisse, moi, aller sur GoFluent et choisir moi-même ce que je voulais faire. Et après, bien sûr, on a les analyses de données et remontées automatiques. Voilà. Pour le prochain slide, sur le contenu. Oui, pardon. Un point là-dessus, Nathalie. Nous, ça là-dessus, on retrouve vraiment, quand on a développé notre approche, notre plateforme e-learning, on l'a vraiment pensé comme un des éléments d'un dispositif formation qui doit être associé à de l'accompagnement, accompagnement humain. Donc ça, on le verra aussi avec les services associés par la suite. Mais cet enjeu d'avoir un formateur qui puisse assigner la bonne ressource au bon moment, c'est pour nous, en termes d'engagement, en termes de message qu'on donne aux collaborateurs, c'est effectivement essentiel. Et on le couple maintenant, donc notre plateforme, on couple ton approche à un moteur d'intelligence artificielle qui, pour les populations qui sont pas accompagnées par tes services, si je puis dire, en tout cas par ton expertise interne, la plateforme va leur assigner des contenus en fonction de leurs enjeux professionnels qu'ils ont identifiés au moment de l'onboarding plan, de leur niveau, mais aussi de leur utilisation. Donc un peu la Netflix. Si vous utilisez beaucoup de how-to, c'est le cas chez vous, mais how-to, c'est des cas pratiques sur de la présentation de la gestion de conflits en équipe ou de la présentation d'idées en réunion, etc. Eh bien, la plateforme va
vous allez éduquer votre propre plateforme qui va ensuite vous alimenter avec les bons contenus. On croit beaucoup à ce bon contenu, le right content at the right time. Donc entre l'intelligence artificielle et ton action, je pense que les Doctolibers sont plutôt bien servis. Bon, tous être bilingues. Oui, absolument, absolument. Oui, on passe au contenu. Oui, bien sûr. Alors le contenu pour moi, bien sûr, en tant que formatrice, c'était le plus important. Et de toutes les différentes plateformes que on a testées ensemble, moi j'ai passé du temps à étudier les différents contenus et puis voilà, il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui était qualitatif, professionnel et adapté à notre activité et notre besoin. Les parcours de formation personnalisés et adaptés étaient super importantes. Il y a des learning consultants au sein de GoFluent et ça faisait vraiment partie de ce que je recherchais pour avoir un soutien, pour que les gens viennent pas toujours vers moi s'ils apprennent par exemple l'allemand, mais d'avoir des gens spécialisés dans la pédagogie pour pouvoir apprendre des langues en dehors de l'anglais. Et Absolument. des parcours à ces gens-là. Pardon? Non, tout à fait. Et c'est le rôle de cette équipe, effectivement. À tout moment, un Doctolib peut les contacter, leur demander d'assigner plutôt tel ou tel contenu, de les accompagner sur l'utilisation. Et encore une fois, là, on est peut-être sur l'étape d'après, le service associé, mais qui place le contenu qui place vraiment le contenu au centre de l'enjeu d'engagement, de motivation. Si on ne croit pas dans le contenu de formation, si on n'y voit vraiment pas ce côté transposable, on décroche tout de suite. Donc c'est cette notion de je me forme, j'applique en situation réelle et j'identifie, en tout cas je comprends l'impact que celui-ci a sur mon aisance à l'oral, sur ma capacité à interagir avec d'autres. Donc ça c'est côté transposable et question. Oui, et puis j'ai juste une chose à rajouter là-dessus. Quand on a avec les bêta-testeurs, ce qu'on a vraiment testé, c'était la technologie et le contenu. Le contenu pour eux dans leur département, pour de l'anglais général. On a même testé bien sûr pour l'allemand, enfin toutes les autres langues aussi. Hein. Mais il fallait juste voir comment on pouvait accéder à l'information. Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était quelque chose qui était accrochant? Est-ce que les gens allaient revenir? Ça, c'était un des plus importants. Alors, contenu et technologie. Et l'accompagnement humain, en fait, est venu naturellement plus tard. Un peu comme l'accès mobile. C'était pas quelque chose qui était demandé aux bêta-testeurs. Est-ce que c'est vraiment bien fait mais c'est devenu, une des raisons, qu'on vous a choisi aussi. C'était, on peut aller maintenant à la prochaine slide. Oui, absolument. Hop, voilà. Voilà, l'accompagnement humain. Alors l'accompagnement, sur l'aspect technique, ça c'était sûr qu'il fallait parce qu'il fallait intégrer à notre LMS. Alors l'accompagnement était super. Le soutien de l'équipe People Development, alors ça c'était très très important. D'avoir un accompagnateur qui pouvait m'expliquer comment utiliser la plateforme en tant que formatrice et aussi en tant que project manager parce que c'est un peu mon rôle, c'est de pouvoir créer des formations moi-même, mais en utilisant la plateforme. Le marketing de l'offre, la campagne de communication, je me suis proposée par GoFluent dans nos différentes langues. Par exemple, ils ont pu nous donner très vite le starter guide dans chaque langue qu'on a pour pouvoir être beaucoup plus inclusive, pour que les gens puissent arriver à rentrer dans GoFluent, utiliser GoFluent le mieux possible, le plus vite possible dans leur langue. Et on a bien sûr l'accompagnement personnalisé individuel on a déjà parlé dans le contenu, avoir des conseillers pédagogiques qui suivent et qui peuvent orienter et soutenir tous nos collaborateurs qui veulent apprendre une langue. Voilà. Oui, absolument. Et l'accompagnement de l'équipe People Development pour nous c'est essentiel. C'est vraiment le rôle de ce qu'on appelle maintenant le Customer Success Manager. Ça se répand effectivement sur nos métiers.
aucun dispositif ne se ressemble. C'est le principe de l'approche B2B. Il n'y a pas de prêt à former. Il faut comprendre l'identité du groupe. Il faut la culture d'entreprise, les usages internes. Et donc à partir de là, on peut vraiment créer de l'ancrage. On peut aller chercher des modes de promotion avec un marketing de l'offre adapté, donc que ce soit à vos couleurs. Chez toi, Nathalie, il fallait absolument qu'on puisse l'ancrer localement, donc en Allemagne, bientôt en Italie, voilà, et en France évidemment. Donc vraiment une approche très dédiée. Puis ensuite, ce sera, alors là, le dispositif a été lancé il y a maintenant à peu près 3 mois, donc il est encore relativement jeune. Mais assez vite, on va être dans un accompagnement de l'analyse de data. Ça, c'est un des enjeux pour prendre des mesures correctrices, anticiper effectivement des points de communication. Là, typiquement, maintenant que l'on sait que 90% de ta population passe via mobile, on va pouvoir s'amuser avec ça et mettre des campagnes de communication, comment accéder par exemple aux places virtuelles depuis sa tablette, qu'est-ce que ça permet vis-à-vis d'une station de travail, etc. Donc cet accompagnement CSM est essentiel pour la réussite dans la durée, encore une fois. Voilà. Donc ça c'est pour rebondir là-dessus. Et puis les pre-sales, nous on les intègre, on appelle ça pre-sales, c'est l'aspect technique quand on vient intégrer la plateforme à l'écosystème formation de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'arbitrages à faire. Quelle technologie on va prendre? Est-ce que c'est du SCORM, du SAML? Voilà, ces arbitrages, en fait, derrière, ils vont avoir un impact sur la manière d'animer le dispositif, sur l'information qu'on reçoit. Et donc, très tôt, il faut que vous puissiez, vous, équipe formation, être épaulé par des experts techniques là-dessus, qui vous disent, ben, en faisant ce choix, vous allez avoir peut-être un déploiement facilité, mais on va limiter l'information qui remonte. Donc, peut-être à prendre une autre voie. Donc, cet accompagnement est essentiel. Voilà. Et tu as fini par les conseillers pédagogiques, on en a déjà parlé, mais si on veut que le collaborateur soit engagé dans la durée, il doit avoir un écho en face de lui. Donc, il a la chance de t'avoir toi, mais on le voit, 1900 personnes, 600 personnes qui se connectent, tu ne pourras pas être partout, donc il faut effectivement qu'on puisse t'épauler là-dessus. Oui, absolument. Voilà, juste un point, je voyais une question, c'est dans la plateforme, y a-t-il un moyen de mesurer et de capter les compétitions linguistiques des apprenants? On a cette capacité, cette information, on va pouvoir la trouver de notre côté. Alors c'est pas c'est pas une information que l'on met à disposition de l'apprenant, hein, donc dans une notion de challenge interne. Ça c'est une information que l'on va avoir nous de notre côté, que l'on va mettre en avant lors de business reviews avec donc soit mensuel, trimestriel, avec l'équipe formation pour pouvoir éventuellement animer des challenges et pousser des comportements sur la plateforme, soit en termes de attendance ou de performance, et animer, encore une fois, ça tombe dans le marketing de l'offre, pouvoir animer le dispositif par des challenges internes. Voilà. Alors ça, c'était juste un aparté pour répondre à la question. Donc en conclusion, les bonnes pratiques, on arrive quasiment à la fin, mais on est plutôt bien sur le timing. Il est 23, on aura peut-être le temps de répondre à quelques autres questions. Nathalie, je te laisse résumer ces bonnes pratiques. Oui. Je vais aller vite, mais les bonnes pratiques. Alors, pour penser aux bonnes pratiques, en fait, il faut inclure la formation dans la culture de l'entreprise. Et par exemple, ce que je vous avais dit, c'est user first mindset. Alors, qui va être formé et comment ils vont apprendre? Ça, c'est le numéro 1 parce que sinon, ça vaut pas le coup. Et après, accéder au contenu d'apprentissage et réduire le temps d'accès pour l'apprentissage pour aider à développer le potentiel des collaborateurs. C'est vraiment la mission de notre équipe. Et il faut que quand la personne a besoin de trouver la formation, qu'il puisse avoir la possibilité de le faire aussi. Il faut pas juste dire que c'est possible, mais pas pour ça. Alors, il faut avoir une transparence, mais aussi, bien sûr, pour tout ça, il faut digitaliser, mais pas à tout prix. Comme on de grandir énormément, la digitalisation est énorme. Cette année, avec le remote, de toute façon, on a vu que à Doctolib, nous, ça marchait très très bien. La digitalisation, même pas externe, mais interne, quand on formait des blended learning internes, les gens le faisaient, mais il n'y avait aucun souci. Alors digitalisation super. Le choix d'une bonne technologie, bien sûr, c'est super important parce que si ça va pas assez vite ou si on peut pas intégrer
Dans notre LMS, ben, ça veut dire qu'il faut aller dans chacun des outils, différentes plateformes, ça prend du temps. Un besoin d'accompagnement humain, ça je savais pas, mais c'est super important. Je suis très très contente d'avoir je suis à Dolphin pour ça. Et là, j'en suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui le font. Et l'inscription, alors formation scalable est ouverte à tous. Voilà. Est-ce que vous avez Eh des ben, questions? merci beaucoup Nathalie. Effectivement, on va peut-être vous laisser un peu le temps de répondre à enfin poser quelques questions. Je vois, il y en a une qui nous est également posée, pardon Yannick, c'est sur le nombre de langues de la plateforme, et ça je peux y répondre rapidement. Du coup, c'est 9 langues qui sont données en accès, et enfin notre approche, c'est de donner accès à l'ensemble des langues. Quand vous apprenez, on estime qu'un collaborateur en situation professionnelle doit peut-être apprendre l'anglais parce que c'est la langue commune, en priorité, mais demain, il ira peut-être chez Doctolib en Allemagne pour une semaine, et pour préparer cette semaine, eh bien, avoir accès également à des contenus allemands, c'est important. Voilà. Donc, accès à plus de 10 000 contenus sur 9 langues, et vous pouvez ensuite choisir simplement la langue que la plateforme va vous pousser. Alors une petite question juste par curiosité, est-ce qu'il y a des outils de positionnement pour une personne qui arrive, un nouveau collaborateur? Est-ce qu'il va avoir d'abord un élément de positionnement qui va lui permettre de savoir quel est son niveau et où est-ce qu'il va? Oui, oui, absolument. Nathalie, du coup, je peux prendre ce point-là, si ça te Bien sûr, oui, va. oui, si c'est pour GoFluent, bien sûr, bien sûr. L'a approché aussi chez Doctolib. Bien sûr, on commence toujours par positionner son niveau, mais pour nous, c'est une partie du positionnement. On ne forme pas simplement pour passer d'un niveau A à un niveau B. Nous, quand on embarque un collaborateur, on l'embarque dans un onboarding plan où on va positionner certes son niveau sur un test adaptatif, donc qui peut toujours reprendre tout au long de sa formation. Voilà, les questions vont lui être posées en fonction des bonnes réponses ou des mauvaises réponses qu'il a eues, donc test adaptatif. Et puis derrière, on lui pose la question de l'objectif professionnel qu'il a avec cette formation. Pourquoi est-ce qu'il se forme? Est-ce que c'est prendre confiance à l'oral? Est-ce que c'est interagir à l'écrit? Est-ce que voilà, c'est assurer des présentations, et en fonction de ça, on va créer un profil apprenant, et notre plateforme, encore une fois, va alimenter le dispositif en fonction de ces deux éléments, le niveau et l'enjeu professionnel. Alors, on a une question là extrêmement pratique, puisque c'est avez-vous une idée de coût de cette formation linguistique par personne? Là, on rentre dans des dimensions qui sont toujours difficiles à évaluer, mais est-ce que c'est possible? Alors forcément, on peut avoir on peut avoir des coûts à la personne. Là, quand on parle de dispositifs comme celui de Doctolib qui est ouvert à l'ensemble des collaborateurs, c'est quelque chose que l'on va créer sur mesure avec un niveau de service associé. Est-ce qu'il y a de l'intégration avec l'écosystème? Voilà, on crée véritablement une réponse à l'enjeu d'entreprise, et donc on dépasse vraiment le coût à la personne. Alors derrière, on pourrait le ramener on pourrait ramener parce que sur une approche comme Doctolib, on est sur un coût annuel. C'est une licence d'entreprise payée annuellement, si vous voulez. Donc derrière, on pourrait le ramener au nombre d'utilisateurs actifs, et c'est quelque chose qu'on va suivre avec Nathalie tout au long du déploiement si c'est nécessaire. Mais on ne se positionne pas comme ça en amont de la formation, coût par personne. Oui. Alors, une question pour Nathalie parce que là on a parlé beaucoup et c'est normal puisque c'est le partenaire avec GoFluent, mais quelle est votre position sur les soft skills? Est-ce que vous avez une politique particulière de développement de ces soft skills avec des contenus particuliers, ou est-ce que vous avez pris le parti de faire que le développement de soft skills se fasse tout au long de toutes les formations que vous poussez? Ok, oui. Alors moi, je suis l'année project manager des langues, mais dans mon team, alors quand vous parlez du people development, on est 25. Sur les 25, en fait, on est différents. On a tous des rôles différents. Et moi, dans mon team, à moi, c'est vraiment les doctor competencies qui peuvent être, par exemple, des soft skills. Et pour ça, on crée en interne avec des learning design teams comment
bien former les gens dans les soft skills. On a aussi le Job Competencies Team qui sont 6 et qui, eux, font sur le produit, comment former le produit. Ils sont pas que 6 pour les 1900, ils sont 6 pour apprendre aux apprenants, train the trainers. Alors, c'est eux qui vont apprendre à d'autres personnes pour comment traîner dans leur équipe. Et alors ça, c'est pour le hard skills, on va dire, le produit. Et puis nous, pour soft skills, c'est très, très important. Et pour ça, oui, on crée interne. On a beaucoup de formation interne pour ce genre de choses. Et c'est très important. Parce que c'est pour le futur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bien merci. Il nous reste juste le temps de conclure. C'était très intéressant pour moi parce que c'est très concret. Vous revenez aussi sur ces conclusions fondamentales de l'humain, de la place de l'humain qui vient en complément de ce que disait Nicolas tout à l'heure, avec aussi l'adaptive learning qui va pousser les contenus en fonction du besoin de chacun. Donc, prendre le meilleur du digital, prendre le meilleur de l'humain qui va permettre aux personnes d'aller se former, leur donner envie de les suivre pour aller jusqu'au bout. Je pense que c'est un message qui est vraiment essentiel dans ce que vous mettez en place. Merci. Merci beaucoup Yannick et merci. Eh bien,